Alors, bonjour Marie-Christine, moi ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi sur le métier de manager, puisque c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Julien Régal-Dupont, qui m'a conseillé de discuter avec toi et d'échanger avec toi sur le métier de manager. Alors, Marie-Christine, est-ce que tu peux te présenter? Merci Fred, merci pour cette invitation et merci à Julien de nous avoir mis en contact. Donc, je m'appelle Marie-Christine, je manage des équipes depuis une bonne vingtaine d'années, voire plus. Et récemment, Julien, qui a été un de mes collaborateurs, m'a fait un retour qui m'a interpellée, un retour sur notre relation manager-manager qu'il a marqué pour la suite de sa carrière et de son épanouissement. Donc ça m'a interpellée et je me suis effectivement interrogée sur le métier de manager, l'impact que tu peux avoir en tant que manager, parfois sans t'en rendre compte sur le moment. Ouais, mais c'est vrai que c'est comme un professeur. En fait, dans ta vie, moi je sais que j'ai deux, trois professeurs qui m'ont influencé et qui ont eu un impact majeur dans ma vie. Et c'est vrai que Julien, il a dit que toi, tu as eu un impact majeur dans sa vie professionnelle. Alors justement, si on enchaîne, quels sont aujourd'hui les défis des managers? Parce que c'est une position qui est pas simple. On dit souvent qu'ils sont un petit peu maintenant entre le marteau et l'enclume. Alors dis-moi un petit peu plus, quelles sont les difficultés, les challenges et comment on peut les relever? Les défis des managers, grande question. Alors moi, je pose la question, qui rêve d'être manager aujourd'hui? Moi, personnellement, je n'ai jamais rêvé d'être manager. Alors, j'y ai pris goût, effectivement, je vais partager pourquoi, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui me permet autant d'apprécier, d'avoir apprécié différentes postures managériales. C'est vrai que la fonction, en effet, paraît peu moins attractive de par, je pense, hein, les contradictions qui peuvent être perçues entre un discours qui prône aujourd'hui beaucoup la bienveillance, la Oui, valorisation des initiatives, etc., et des réalités qui, pour des jeunes managers, souvent sont assez désillusoires, ou des contradictions qui sont perçues. Donc là, le défi, effectivement, c'est de savoir comment se positionner et comment adopter un management très situationnel, finalement, pour savoir, d'une part, maintenir la flamme, animer une équipe, mmh. tout en n'étant pas trop control freak, savoir déléguer, mais savoir aussi contrôler. Savoir aussi, alors on dit donner du sens, alors c'est une idée aussi que j'aime pas trop, donner du sens, pour moi c'est très féodal, tu donnes pas du sens, tu crées plutôt des conditions dans lesquelles les collaborateurs, les membres de l'équipe vont pouvoir trouver leur place, s'épanouir, etc., et trouver eux-mêmes leur sens. Donc, le défi du manager, c'est effectivement d'être dans la bonne mesure Ouais. entre donner du rythme sans trop contrôler, maintenir cette flamme, concilier la communication mais sans trop en dire, et donc savoir justement, in fine, bien non seulement piloter une équipe, mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir amener chaque être humain, chaque collaborateur à trouver sa voie. Et les voies, ben, ça fait partie d'un moment de vie qu'on passe ensemble entre manager et manager, et les voies ensuite s'écartent. Et donc le défi, c'est de pouvoir se concentrer sur ce moment de vie partagé. D'accord. Bah, justement, comment gérer le quotidien en tant que manager? Et ensuite, lié à ça, comment créer du lien avec ses équipes? Parce que c'est vrai que tu l'as dit, tu as géré, différentes équipes dans des entreprises de différentes tailles, différentes organisations. Comment on garde son énergie? Comment on transfère ce fameux enthousiasme et on transfère cette envie et cet engagement auprès de ses collaborateurs? En tant que manager. Alors, en tant que Oui. manager, c'est très important, effectivement, de bien se positionner vis-à-vis Mmh. de ses équipes. Donc, je reviens à créer du lien, mais garder un peu de distance, être très disponible. Donc, ça, c'est pour moi un point important qui est cette disponibilité. Donc, ça veut dire que toi, en tant que manager, tu vas te rendre disponible. Donc, ça veut dire que ton temps va être aussi consommé à bon escient par tes collaborateurs, mais c'est ça qui va permettre de créer ce lien, de créer la confiance, de créer l'autonomie, etc. Donc ça veut dire qu'un point clé, ça va être de bien gérer son temps. Je dis ça, mais effectivement, c'est un défi permanent pour moi. Bien gérer son temps, donc accorder des plages. Moi, je fais par exemple beaucoup de one-to-one avec Mmh. chacun. Ça permet d'avoir justement des échanges
non pas pour résoudre des sujets en mode pompier, ça c'est hors sujet, mais d'échanger sur la mission, les objectifs, t'en es où, est-ce que tu rencontres des difficultés ou comment on pourrait s'y prendre, qu'est-ce que tu suggères, etc. Donc ça sert vraiment à ça. Donc j'ai plusieurs tranches comme ça qui sont des tranches plutôt courtes, 45 minutes max, Ouais. et puis des tranches plus longues. Alors c'est là où c'est important pour le manager, c'est de se ménager aussi des tranches plus longues, au moins 2 heures, pour des réflexions importantes. Donc des tâches de fond, des réflexions importantes. Si tu fais pas ça, tu vas garder ta tâche importante de façon envahissante. C'est une charge mentale que tu vas promener tout le temps sans vraiment t'y consacrer. Donc, il faut savoir justement bien organiser ça. Après, pour se ressourcer, je dirais à chacun aussi, alors ça c'est un devoir de manager, de bien se connaître et à bien connaître aussi sa façon de se ressourcer. Ça peut être aussi bien le sport, la culture, etc. La nature en général. Et moi, j'ai vraiment besoin de nature. Donc, dans une vie quotidienne, urbaine, c'est moins évident. Mais après, c'est à toi aussi, par des exercices de la respiration, la cohérence cardiaque ou des petites choses comme ça qui te permettent de reprendre du boost. Parce qu'en tant que manager, si tu as un devoir aussi, c'est que tu dois donner de l'énergie. C'est là aussi pour si la transmettre aux équipes. Pour moi, tu dois avoir un devoir d'optimisme aussi. Donc c'est ça. Et donc ça, pour que ça fonctionne, il faut que tu te recharges aussi. Donc c'est à toi de bien gérer aussi et bien trouver ta façon de reprendre de l'énergie dans une sphère personnelle qui te convient. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi j'imagine ça un petit peu comme du stamina dans les jeux vidéo où on a un degré d'énergie et au fur et à mesure de la journée, eh ben, en fait ça, ça diminue, surtout si tu as des réunions stressantes, ça a des problèmes, etc. Et comme tu l'as dit, je suis un gros fan moi de la cohérence cardiaque et pendant très longtemps j'ai utilisé Respirelax qui est une application gratuite. Maintenant je suis Oui, capable de le faire moi-même. Mais c'est vrai que cette petite application t'oblige en fait à prendre tout le temps pour respirer. Et c'est vrai que moi, je le fais parfois entre différents rendez-vous. Toi, quand tu as un rendez-vous prospect, faire une présentation, tu sais, as un petit peu le stress. Et des fois, tu arrives 10 minutes, un quart d'heure en avance à la réunion. Tu dis, bah, on se met dans la voiture tranquille. Je dis, bah, attends, je vais faire un exercice de respiration. Je trouve que c'est vraiment bien. Et ça permet parfois de se descendre et de se détendre et être vraiment tranquille. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi, en fait, comme tu disais, des fois, j'aime bien travailler par plage de travail. Et comme tu l'as dit, idéalement, c'est 45 minutes. En réunion, oui, mais en travail continu, pour moi, je trouve que c'est assez dur. Je suis assez adepte, pas de la Pomodoro, mais un petit peu pareil, j'essaye de faire des sprints de 30 avec 40 minutes. Et après, je me déstresse un peu avec enfin, je me déstresse, je me détends un peu. Soit quand je suis à la maison, j'aime bien regarder une petite vidéo ou un truc humoristique ou un truc comme ça sur Twitter. Et quand je suis au bureau, bah, je fais une petite pause pour les réseaux sociaux et hop, je reviens après au travail. Mais j'essaye surtout de ne pas me faire happer. Parce que c'est vrai que là, je vois chez nos assistants et alternants qui sont chez nous, et ils ont un peu tendance parfois à se faire happer par le téléphone. Et c'est vrai que c'est pas évident de décrocher. Ou même, tiens, oui. à la pause déj, moi, je vois beaucoup bah, des jeunes qui viennent rejoindre nos équipes. C'est beaucoup le téléphone devant le plat. Est-ce que toi, tu as un petit peu un rituel pour le déjeuner? Est-ce que tu fais des déjeuners one-to-one avec tes équipes, avec d'autres personnes? Moi, quand je travaillais chez une boîte qui s'appelait Sage, on était dans un département transverse. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que notre boss nous avait imposé d'aller faire des déj de travail avec d'autres personnes, d'autres services, pour un petit peu planter des graines et créer un réseau. Toi, quelle est un petit peu ta politique au niveau du déjeuner? Est-ce que c'est plutôt en solo, en équipe, avec des collègues ou avec des personnes de notre service? Bonne question. J'ai aucune politique. J'ai une réalité qui me rattrape souvent. D'abord, alors moi, je suis beaucoup en déplacement, donc les déj dans l'environnement de travail, c'est pas si souvent que ça. En fait, je déjeune assez peu. C'est plutôt un temps que je vais prendre pour moi pour D'accord. recharger un peu les batteries. Non, j'ai plutôt aller à la cafette ensuite pour me discuter un peu, socialiser et puis rencontrer plein d'autres collègues. Donc non, moi au contraire, c'est pas une politique, hein, ça correspond aussi à mon rythme, mais les déj équipe ou les déj travail, très peu pour moi. Je considère que c'est plutôt un temps pour soi, tu vois, donc je Mhm. préfère laisser de l'oxygène aux autres et trouver d'autres moments d'échange.
Bah, c'est vrai, tu as raison. Il faut laisser le choix aux personnes. Moi, je sais qu'au bureau, il y a la moitié du bureau qui préfère les déjeuners à l'extérieur, l'autre moitié comme moi qui préfère être au bureau et discuter un petit peu. Comme ça, on prend à porter ou un truc comme ça. Et c'est vrai que chacun a sa philosophie. Et je sais qu'il y a certains de mes collègues, ils ont besoin de s'extraire du bureau, ils ont besoin d'aller à Mm. l'extérieur. Et c'est vrai que ça fait parfois du bien aussi de se dire, oh, tiens, on va aller à une pizzeria, un truc comme ça. Alors justement, comment créer du lien avec les équipes? Parce que tu m'as dit que tu étais beaucoup sur le one-to-one. Est-ce que tu as d'autres astuces pour comme ça, en fait, essayer de créer du lien avec les équipes? Parce que lorsqu'on a préparé, tu m'as dit que tu avais une petite astuce qui consistait à donner à tes équipes des projets où toi, tu étais un contributeur. Je trouve ça vraiment intéressant. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, mais je ne sais pas, c'est aussi la vie du travail. Dans une organisation, dans toute organisation, hein, entreprise, administration, tout dépend comment tu travailles. Tu as une organisation, je dirais, de production. Et puis, tu as des projets. Tu as des projets Mhm. qui ont un début, une fin, qui doivent, et qui percutent souvent aussi ton organisation. Et c'est ça aussi qui crée des nouveautés, c'est ça qui va permettre de progresser. Et c'est l'occasion, effectivement, de changer les rôles ou de pouvoir tester d'autres postures. Et ça, je trouve ça extrêmement enrichissant pour tout le monde d'avoir des projets qui sont pilotés par, en l'occurrence, quelqu'un de ton équipe et où toi en tant que manager et les autres vont avoir un rôle différent du rôle du management de production, si je Mhm. simplifie. Et ça permet d'expérimenter effectivement les postures, ça permet de se développer des compétences. Il faut que les règles soient bien claires aussi, parce que bon, dans certains cas, peut dire non, non, mais attention, si le manager est là, il faut faire attention, on ne se sent pas libre, comment ça va être interprété. Donc c'est vrai qu'il faut que les règles du jeu soient très explicites pour chacun soit en confiance, mais je trouve ça extrêmement enrichissant. Ouais, c'est vrai. Donc ça, ouais, c'est aussi ces jeux de rôle. Et puis, bon, après, il y a des réunions collectives. Donc, réunions collectives, on avait dû aussi en parler. Réunions, enfin, pareil, qui rêve d'aller en réunion? Et souvent, d'ailleurs, on parle de réunion NIT, hein. Bon, donc ça te dit bien tout. Donc, dans les réunions, un point important va être le dénominateur commun entre toutes les personnes de cette réunion-là. Ça peut être très différent. Tu peux avoir des équipes assez homogènes en termes de métier, en termes de résultats attendus, en termes de... Donc, je dirais que là, tu peux aller plus vite dans les réunions, on va être sur le plan opérationnel. Donc là, c'est les stand-up meetings où tu fais plutôt des points assez rapides sur les activités. Parce que tout le monde, en effet, se comprend, tout le monde est dans le même métier et ça va plus vite. Dans des équipes enfin, beaucoup plus hétérogènes, mouvantes, transversales, où tu as quasiment une personne par métier, là, il faut que tu trouves un dénominateur commun. Donc, un des enjeux, c'est le respect du temps. Donc là-dessus Mhm. aussi, challenge permanent, hein. Le temps des réunions, souvent, ça déborde. Et ceux qui prônent des réunions qui respectent bien le temps sont aussi ceux qui posent des questions et qui, du coup, c'est très bien les questions, mais ça rallonge aussi le temps. Donc, c'est pas évident de pouvoir également permettre à tout le monde de s'exprimer, parce que, cas classique, hein, tu regardes l'extérieur, dans les réunions, c'est toujours les mêmes qui s'expriment. Donc là, c'est à toi aussi à aller chercher la parole de chacun pour créer ce lien collectif à partir de réalités qui sont différentes Mhm. par des individus qui sont tous différents. Ça, c'est aussi un autre point. En tant que manager, quand tu choisis enfin, quand tu constitues tes équipes, quand tu les fais se développer, est-ce que tu vas plutôt chercher des profils similaires? Est-ce que tu es dans la reproduction ou est-ce que tu vas provoquer la diversité avec des personnalités très différentes sur le plan de la seniorité, du background, Mhm. de l'âge, tout, etc. Donc, tu vas, parce que enfin, moi j'ai l'intime conviction que c'est cette diversité, que c'est la confrontation à l'autre qui est intéressante et qui permet à chacun de se découvrir. Donc ça, d'une part, ça prend plus de temps. Pour le Mhm. manager, ça demande aussi à être bien vigilant et à assumer ce choix aussi hein, de diversité.
Mais ça permet en effet à chacun de s'ouvrir aussi à des métiers qui sont moins directement les siens, hein. Donc, réunion, en effet, très variable, je dirais, selon les profils d'équipe que tu as. Mais préparation, temps de parole donné à chacun, et enjeu, c'est que tu sortes de là en ayant appris quelque Un plan chose. d'action. Ouais, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, et c'est vrai que tout le monde me dit pourquoi tu n'utilises pas un logiciel de prise de notes automatique en réunion. C'est vrai que moi, j'aime encore, tu vois, montrer à l'écran mon PowerPoint ou mon compte rendu, le saisir en live devant tout le monde, que tout le monde partage et voit en fait ce qu'on a décidé. Et comme ça, on peut directement corriger, on peut ajuster et mettre le plan d'action. Et là, comme ça, il y a plus moyen de se dire, bah, je suis venu à une réunion pour rien ou qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a l'action et à la fin, on dit, bah voilà, tiens, tu as ça, 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 et ça, c'est pas mal, ou alors, il faut demander à telle personne. Oui, Et, oui. Mm. et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi le prendre parce que avoir le compte rendu, c'est, entre guillemets, c'est ce que faisaient mes boss, celui qui a le compte rendu, qui fait le compte rendu, c'est lui qui dirige la réunion et qui maîtrise, en fait, les sujets. Donc ça, Oui, oui. c'est toujours intéressant. Bien sûr, tu gardes la main, hein. Oui, après, c'est vrai qu'avec. Donc là, il y a bien sûr tout le format de réunion. Donc, dans des réunions entièrement distancielles, sur des projets qui sont aussi très, très structurés, je dirais que là, c'est plus acceptable et c'est plus facile parce que c'est peut-être plus technique aussi Mhm. d'utiliser des assistants IA, de faciliter la prise de notes, parce qu'on est là pour un objet précis, parce qu'il y a un projet qui est bien défini aussi. Donc, c'est moins sensible, je dirais, comme type de Mhm. réunion. Ouais, c'est vrai. Alors, Pour pour autant, l'instant, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que va trouver comment maintenir la flamme, entretenir, faire le tour de ah, table, savoir ce que chacun fait derrière sa caméra cachée pour pouvoir créer ce lien. Ça, c'est un autre challenge, mais c'est pas le même que celui dont on parle. non. Alors justement, le stand-up meeting, c'est quelle durée pour toi et est-ce que c'est tous les jours, une fois par semaine? Ou ça dépend peut-être des sujets. Non, donc dans le contexte dont je te parle, non, c'était toutes les semaines. Donc c'était vraiment le stand-up meeting du lundi matin, sans grande surprise. Donc là, c'était 40 minutes. Tout simplement parce qu'au bout de 40 minutes, tu as envie de t'asseoir. Et ça, c'est la fin de la partie. Et c'était vraiment, en effet, le briefing de la semaine, hein. Donc, les projets en cours, les écueils que parfois chaque binôme ou binôme pouvait rencontrer, ceux qui étaient importants à faire remonter, à partager avec ses collègues de même niveau. Voilà, donc c'est vraiment le stand-up meeting très opérationnel. Ouais. C'est vrai. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est travailler sur le rythme des réunions pour travailler sur la vélocité des équipes. Je me suis occupé parfois de projets. C'est vrai que quand c'est des projets qui sont au début, le rythme de réunion peut se faire tous les mois. Après, quand on arrive vers la fin, le milieu du projet, on est toutes les semaines. Et après, quand on est dans la dernière ligne droite, j'aime bien faire des points toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Et post-lancement, faire une réunion l'après-midi, le soir, et faire un petit point tous les jours, même si ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est vrai que je trouve que tout ça, ça permet de donner un rythme aux équipes. Après, ça peut être compliqué, difficile à vivre, c'est vrai, mais pour moi, c'est un bon moyen de rythmer en fait les projets. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, après, tu as aussi une synchronicité à trouver avec l'organisation dans laquelle tu es, avec ton entreprise, avec tes N+1. Bon. Mhm. Donc, quand, par exemple, enfin, je sais pas, quand tu es avec des N+1 qui sont très en demande de réunions avec des rythmes rapides et puis beaucoup de remontées d'informations, bah, voilà, du coup, tu t'adaptes un peu aussi sur ce rythme-là. Quand tu as des N+1 qui sont beaucoup plus dans l'animation, tu vois, donc tu adaptes aussi. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est de toujours être bien synchrone avec l'organisation. Donc on parle de l'équipe, mais c'est aussi important pour le manager d'être bien synchrone aussi avec Ah, ils sont... ses collègues et puis avec ça ou ses hiérarchies de façon à... Parce que quand tu entraînes une équipe, il faut qu'elle soit dans le bon sens. Donc, un devoir de manager, c'est effectivement de bien se connecter aussi à son organisation de façon à trouver cette synchronicité.
Ouais, tout à fait. Par exemple, moi j'aime bien, je suis en train d'expérimenter actuellement la méthode des OKR, où en fait il y a des objectifs qui sont définis globalement au niveau de l'entreprise. Par exemple, on doit travailler sur la fidélisation durant ce trimestre, et ensuite définir là-dessus, bah tiens, sur la fidélisation, tant de clients, tant d'upsell, tant de chiffre d'affaires mis. Et après, c'est déployer au niveau du marketing, déployer au niveau des ventes, déployer après aussi au niveau de la facturation, etc. Et le fait d'avoir ces objectifs communs qui sont ensuite déclinés au niveau des services, déclinés au niveau des personnes. Je trouve que c'est pas mal dans les grandes organisations où il y a parfois un mauvais alignement. En particulier, moi, je le vois au niveau des marketing et des ventes. Toi, malheureusement, tu ne vis pas ça, mais moi, je le vis au quotidien. Enfin, heureusement plutôt. Et c'est vrai que des fois, nous, au marketing, on est sur des objectifs génération de leads, on est au trimestre, on est là pour créer la relation. Et de l'autre côté, des fois, quand je vois les commerciaux qui disent, ah non, mais ouais, c'est un lead intéressant, mais moi, de toute façon, il signe pas Mm. tout de suite, donc ça m'intéresse pas. Je dis, mais non, mais on va pas le laisser tomber comme ça. Non. Donc, on n'a pas le même rythme de vie, de cycle des ventes. Et c'est vrai que c'est pour ça que cet aspect OKR et partage d'informations transverses, comme tu l'as dit, c'est vraiment important et s'adapter au rythme et savoir qu'est-ce qui vient de la direction et qu'est-ce que je vais Mm. redescendre derrière. Complètement, complètement. Et puis, c'est indispensable déjà euh, pour connaître et respecter l'autre aussi, parce que Oui. tout le monde n'est pas à ton rythme. Mm, mm, mm. Et quand tu connais pas le rythme de l'autre, quand tu ne connais pas ses KPI, quand tu ne connais pas les périodes de pic ou de creux, etc., voilà, tu peux mal interpréter. Et dans ces histoires-là, il y a beaucoup, beaucoup de malentendus, de mauvaises interprétations, voire d'ego mal placés. Mm. Alors que, en effet, souvent, ça repose sur Ah ben, je suis déjà d'accord avec une bonne toi. circulation d'informations et puis une bonne tolérance. Ah, c'est vrai que il y a une politesse à avoir. Déjà, moi, il y a un truc que je déteste, c'est les gens, quand tu es en télétravail, qui t'appellent directement avec Teams et sans te demander est-ce que tu es dispo. Et là, tout d'un coup, tu es en train de bosser et là, ça sonne. Je trouve que ça, par contre, c'est vraiment très mal poli de faire ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui m'ont dit, comme je te disais, j'ai tendance parfois à caler des points et tout ça, des réunions régulières. J'essaye toujours de prévenir en amont et d'expliquer Hein. parce que j'ai eu parfois au départ des gens qui me disaient putain, pourquoi tu m'as collé 10 réunions là? Il n'y a pas besoin de faire une réunion toutes les semaines. Donc ce rythme-là, il est important, c'est comme tu as dit, la communication. Alors, comme on avait échangé, hein, il y a différentes manières de le faire, MBTI, les profils, manière disque, Hein. etc., etc. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter aux personnes qui sont en face. Oui, oui, c'est essentiel parce qu'effectivement, toutes ces approches, hein, c'est d'abord très intéressant et moi, je recommande de les connaître entre le disque, le MBTI, l'énéagramme, qu'est-ce qu'on a encore, les process-com. Donc ça, c'est des bons outils, en effet, pour mettre un peu de distance et puis aussi pour aller plus vite parce que bon, tu as aussi beaucoup d'informations à traiter et donc ça permet aussi de peut-être de mieux situer ses interlocuteurs. En équipe, c'est pas mal aussi. Bon. Mais assez rapidement, il faut remettre ça à distance parce que tu peux être tenté de coller des stéréotypes et d'enfermer aussi les personnes dans des stéréotypes et du coup de ne pas les voir dans toute leur complexité, toute leur subtilité. Parce que ce filtre-là les aura enfermés dans un schéma. Donc, vigilance. Ouais. Alors justement, on arrive à une question qui est importante. Comment faire un bon feedback à ses équipes? Parce que des feedbacks positifs quand tout va bien, c'est facile, mais comment on indique à ses collaborateurs qu'il y a des axes d'amélioration à faire, il y a des choses un petit peu perspectives, parce qu'on peut mettre rapidement les pieds dans le plat. Par exemple, moi, je te donnerai un exemple où je suis pas très fier. On avait donc une assistante qui venait d'arriver, donc une alternante qui est restée un an et qui est revenue après nous rejoindre pour 2 années de plus vite. Elle est arrivée le premier jour, enfin dans les premiers jours, et on lui a donné un travail qui est simple, qui permet de monter en compétence, c'est faire un résumé je crois que d'un webinaire ou quelque chose comme ça lui permet d'apprendre, ça permet de faire un résumé. Et c'est vrai que au bout, je crois qu'elle a mis un jour et demi ou quelque chose comme ça à résumer une vidéo de 45 minutes, et je dis, ah, quoi, t'as mis autant de temps pour faire ça? Et c'est vrai que sans m'en rendre compte, j'ai été un petit peu brusque alors que c'était sa première journée. C'est vrai que comme on parle souvent des profils, moi je suis un peu rouge et j'ai un peu tendance parfois à dire trop les Direct. choses
Voilà, et c'est vrai qu'après, je me dis, oh merde, et elle m'en parle encore. Elle m'a dit, ah ouais, le premier jour où je suis arrivé, tu m'avais dit ça. Ah ouais, bon. Donc, quelles sont pour toi un petit peu les bonnes pratiques pour faire un feedback qui va être accepté, et surtout qui va inciter la personne à s'améliorer et qui va pas la braquer? Oui, très bonne question parce que un feedback, d'abord, pourquoi faire des feedbacks? On peut se demander, mais c'est vrai que c'est essentiel. D'ailleurs, pour le manager et le manager, hein. Donc, le feedback, c'est dans les deux sens. Ça, il faut insister aussi. Enfin, en tant que manager, c'est important de demander régulièrement des feedbacks aussi, hein. Ça te permet d'avoir moins d'angles morts. Et puis, quand tu demandes un feedback, faut que tu crées les conditions pour que pour ce feedback-là, il soit franc. Pas que tu mettes la personne en difficulté parce qu'elle a peur d'abîmer la relation ou parce que c'est le manager, attention. Et tu Donc, dans les dis deux quoi? Tu dis sens. qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on améliore dans la Oui, gestion de alors l'équipe? ouais, régulièrement. Moi, je pose la question alors ça peut être aussi bien sur les réunions d'équipe, tu en as parlé. Donc, qu'est-ce qui vous convient comme rythme, comme format? Est-ce qu'on reste sur hebdomadaire, tous les 15 jours? Après, c'est sur les points. Et ma question, enfin, une question que je pose moi tout le temps, c'est comment je peux t'aider? Comment je peux Ouais, t'aider? Comment je peux ça t'aider? c'est vrai. Ça, c'est voilà. Donc, pour revenir au feedback, c'est ça aussi, hein, c'est comment je peux aider. Alors, on n'est pas tous égaux devant les feedbacks, je pense. Tu vas avoir des personnes qui sont très en demande de feedback positif, tu vois, qui ont besoin Ouais, d'avoir beaucoup de reconnaissance, beaucoup de signaux de reconnaissance. Indépendamment on va dire, de la valeur de cette personne, même de sa seniorité, de son expert, enfin, d'éléments qui peuvent paraître évidents, mais personnellement, tu peux avoir des collaborateurs qui sont en demande voilà, ouais, ils de ont besoin marques d'attention, de d'être feedback remerciés. Bah positif. oui, ils ont besoin de comme ça, Voilà. c'est cette sympathie, montrer Euh, qu'ils sont utiles, etc. oui. Oui, ouais. En tout cas, il y en a besoin. Il y en a qui vont être en demande de feedback plus de développement, je dirais, c'est-à-dire de conseils ou de méthodes, tu vois, qui vont attendre aussi pas Ils que aident tu à progresser, interviennes, ouais. mais que tu aides davantage. Mhm. Voilà, il faut trouver le type de feedback. Après, donc les feedbacks positifs, en général, c'est la partie facile. Les feedbacks négatifs, alors déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu es exigeant avec toi-même? Ah oui, moi je suis super exigeant avec moi. Voilà, bon, ça commence par là. Donc moi, je suis très exigeante avec moi-même. Et donc, je sais que c'est avec moi-même. Mais régulièrement, donc tu es exigeant et donc tu attends évidemment que les autres soient au même niveau d'exigence que toi-même. Donc là, il y a déjà un malentendu, ou du moins, il y a une attente qu'il va falloir bien réguler, hein. Et te dire, c'est pas parce que moi, je suis super exigeante sur telle et telle chose que naturellement, ça va se passer comme ça. Donc, effectivement, dans le feedback sur une mission, par rapport au déroulement de la mission, par rapport, je ne sais pas, à une information importante dont tu n'étais pas au courant, par rapport au KPI que tu as fixé sur ce projet-là et qui ne sont pas forcément au top. Déjà, tu poses la question, est-ce que tu es content de toi? Est-ce que Mhm. tu es content? Est-ce que tu es content de cette mission, du rendu, de l'événement organisé, je ne sais pas, etc. Après, c'est as-tu recueilli les avis? Donc, différentes Ouais. parties prenantes. Ça peut être des clients, ça peut être des collègues, ça peut être les participants à une réunion. Voilà, quel est le retour qu'on t'en a fait? Hein. Et puis après, on va donc par rapport aux objectifs attendus, par rapport au niveau aussi de qualité sur lequel on s'était mis d'accord. Voilà. Déjà, comment tu expliques que ça ne se soit pas passé Mm. de cette façon? Et puis qu'est-ce que tu suggères pour la prochaine fois? Ouais, ça Voilà. c'est pas mal. Donc toi, tu as beau être des fois très énervé parce que tu dis, ah bon, mais hein, c'est super important, effectivement, déjà de poser la question, et toi, est-ce que tu es content de toi? C'est comment ça? Ouais. Enfin, tu peux être déçu dans le sens où, moi, je me rappelle il y a longtemps, je pose cette question, mais ça paraissait totalement incongru. Pourquoi je devrais être content de moi? C'est juste un travail, quoi. Je l'ai fait, où est le problème? Bon, donc, effectivement, c'est aller vers l'appropriation déjà de cette
mission, de cet accomplissement par la personne à qui tu fais le feedback, le faire réfléchir sur sa satisfaction par rapport à ça. Et puis amener sur des propositions d'approches différentes ou de marge de progrès pour Mhm. arriver en fait au standard, au niveau, à ce qui était attendu et communément défini. Ouais. Ah, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et ça me rappelle une anecdote, puisqu'en fait, il y avait Jean-François qui avait invité sa fille à faire son stage de troisième, je crois, ici dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'il avait mis sur une mission simple, c'était réaliser une petite infographie à partir d'une étude qu'on avait réalisée. Et puis, en fait, elle avait fait de l'infographie. Puis après, donc, il a dit, bah, tiens, venez voir, on va regarder l'infographie de Jade. Et on était en train de regarder. Et puis, il disait, ah non, mais Jade, là, c'est trop petit. Ah non, mais là, il faut que tu fasses plus gros. Là, on voit pas le chiffre, Pour- etc. Ah, donc la pauvre, elle se faisait engueuler par papa devant tout le monde, donc forcément pas très génial. Et j'ai dit, mais Jean-François, essaye un petit peu de manager, mais justement, manager correctement ta fille comme si c'était une employée, pas comme si c'était ta fille. Déjà, tu pourrais au minimum lui dire, tiens, j'aime bien ce que tu as fait ça c'est bien, ça c'est bien. Par contre, là, il faudrait améliorer un peu les choses parce que là, c'est pas assez lisible, etc. Et éventuellement, après, tu finis par un truc positif. Et dire au global, moi, je Hum, trouve que c'est bien, pour une première fois, en plus, c'est quasiment une première fois, c'est bien. Il y a une autre méthode que je lui ai dit après, mais euh, tu sais, tu peux aussi faire un autre truc, c'est tout simplement lui dire, mais qu'est-ce que tu penses comme tu l'as dit toi, qu'est-ce que tu penses de l'infographie? Est-ce qu'elle est suffisamment lisible? Parce qu'en fait, tu sais que les gens vont lire sur un site web et ça va être avec un petit format comme ça, carré. Est-ce que tu crois que c'est bon? Et là, c'est vrai que, ah oui, tiens, on pourrait se dire qu'on pourrait faire ci, qu'on pourrait faire ça. Et c'est vrai que là, je lui dis après, mais qu'est-ce que tu préfères? Jade, est-ce que tu préfères la remarque de papa, la première méthode ou la troisième méthode? Ah ouais, moi je préfère la troisième, parce que tout de suite c'est vachement plus agréable, parce que là, je me sens valorisé, je ne me fais pas engueuler par mon père, etc. Et c'est vrai que tout cela, c'est souvent juste une question de forme et pas forcément une question de fond, en fait. C'est la même chose, mais dit de manière différente. Oui, oui, oui. Et puis avec une attention aussi différente. Alors justement, on est en train de terminer notre entretien. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des idées reçues ou des écueils qu'il faut éviter en tant que manager lorsqu'on gère une équipe? Alors là, il y a le catalogue des idées reçues, enfin des idées reçues ou de l'expérience que chacun va se forger, hein. On est beaucoup Mhm, sur de l'expérience là, hein. Donc ça commence par alors le manager doit trouver les solutions. Alors on te dit mais en gros il est là pour ça, il est même payé pour ça. Erreur. Déjà non, le manager c'est pas quelqu'un qui va trouver la solution. La solution elle vient du collectif, elle vient aussi des experts et de chaque individu. Et le manager non, c'est pas non plus son rôle d'être en mode pompier tout le temps. ouais, de trouver tout le Et temps les réponses. C'est ce que je dis tout le voilà. temps. Si tu apportes un problème, il faut apporter aussi la solution. Parce qu'autrement, moi je dis toujours quelqu'un qui se plaint et qu'il y a plein de problèmes et qui apporte pas de solution, c'est un râleur. C'est pas quelqu'un qui détecte vraiment un vrai souci. Moi, j'essaye toujours de dire, quand je vois, tiens, il y a un problème là-dessus, c'est toujours de dire, tiens, voilà la solution, voilà ce que je te propose. Et comme tu as dit, le manager, il peut accepter, proposer autre chose, avoir une autre vision externe, etc. Oui, oui, il y a ça. Bon, après, bon, le manager, il est quand même responsable, in fine, donc il doit bien quand même. Mais c'est vrai que il y a cette idée reçue que, au final, quand on n'y arrive pas, il y a le manager qui va faire. Donc non. Après, dans la même veine aussi, hein, tu peux avoir donc c'est important aussi de partager ses émotions aussi. Le manager est aussi un être humain. Bon, tout ça c'est très joli. Mais là-dessus, alors c'est souvent quand tu prends tes fonctions de management, c'est plutôt des managers plus juniors qui deviennent managers d'une équipe dans laquelle ils étaient auparavant collaborateurs. Donc ça, c'est pas facile du tout, hein, de trouver la bonne distance, hein, parce que oui, il faut créer le lien. Oui, c'est sympa dans un rôle de manager, développeur, coach, etc. Après, il faut effectivement se rappeler que tu dois quand même maintenir une certaine distance. Et puis, voilà, ça reste le monde du travail, hein, donc il ne faut pas non plus être trop, on va dire, trop naïf, hein, dans ce type de relations humaines. Donc oui, créer du lien, savoir s'intéresser, et puis s'intéresser très, très authentiquement et spontanément à chacun, être là
être là pour les autres, pour les coups durs aussi, hein, ça arrive, ça c'est super important d'être vraiment bien connecté à son entourage. Mais bon, garder quand même ses distances. Et on était sur plutôt les idées reçues. Donc, dans les idées reçues, ah oui, alors par exemple, moi je pensais que le fait de décharger un collaborateur qui est à un moment donné, tu vois, enfin, c'est sous l'eau, donc le collaborateur est sous l'eau, tu vois très bien qu'il ne va pas tenir les délais du tout et qu'en plus il se met dans le rouge. Bon. Donc là, traditionnellement, tu décharges ton collaborateur pour faire à sa place. Erreur. Donc, bien évidemment, tu veilles à ce que les choses se passent bien et puis tu peux répartir aussi à la marge et pour un temps très très précis sur d'autres ou prendre sur toi. Mais effectivement, il faut que ça reste exceptionnel parce que je trouve ça très très dégradant finalement. C'est-à-dire, tu envoies un signal négatif comme quoi il n'a même pas été capable de s'organiser, de donner des alertes en temps et en heure. Donc ça, c'est pas très bien. Après, tu as aussi, le manager doit protéger ses équipes. Bon, c'est aussi très, très, très paternaliste, hein. Donc, en tant que manager, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir jouer, c'est-à-dire de jouer de façon très, très contrôlée. Mais c'est important aussi, finalement, de créer de l'inconfort, de pouvoir permettre de gérer ou de résoudre plutôt des situations conflictuelles. Et donc, tu vas pas toujours chercher à protéger. Donc, encore une fois, tu as la responsabilité, donc tu fais en sorte que ça se passe bien. Mais effectivement, tu n'es pas là non plus pour faire un filtre tout le temps, pour mettre un tampon justement entre un extérieur, on va dire, perturbateur et dangereux et un confort d'équipe. Donc, non, pas toujours protéger. C'est aussi mettre en situation d'avoir à se battre, des fois perdre, ben, tu perds un set, tu perds pas un match, hein, c'est bon. Donc ça, dans ces idées reçues, là, ouais, celle-ci en fait partie. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cet échange, Marie-Christine. C'était vraiment enrichissant et puis surtout, ça a permis de confirmer aussi qu'on était sur de la même longueur d'onde concernant le management, même si je ne gère pas de grosses équipes comme toi, mais c'est vrai que c'est toujours au quotidien. C'est là que tu peux même le faire à titre personnel. C'est cette partie relation, management est vraiment essentielle de se développer. Alors, si on veut Absolument. en savoir un peu plus sur toi et te poser quelques questions et prolonger le débat, est-ce que tu pourrais me dire où on pourrait te rejoindre? Avec plaisir. Sur LinkedIn, c'est le plus simple, hein, donc je suis assez facile à trouver, Marie-Christine Bert. Mon profil LinkedIn est à jour. Donc avec grand plaisir pour pouvoir prolonger la discussion et puis échanger entre managers, on n'a pas parlé, ça me vient maintenant, des pratiques aussi, ça dépend vraiment des entreprises ou de la culture d'organisation dans laquelle tu es, mais le co-développement managérial, je trouve que ça, c'est une pratique qui est vraiment très, très enrichissante, très saine pour une organisation. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris, j'ai franchi pas mal de caps par le co-développement managérial. Bon, là, par LinkedIn, ce ne sera peut-être pas du co-développement, mais ça revient un peu aussi à pouvoir partager, s'entraider en tant que manager dans ces défis qui sont très enrichissants, mais effectivement qui sont des défis Ouais, quotidiens. parfois on est un peu seul. C'est vrai que moi, il y a deux choses. Par exemple, chez Locan, il y a une petite réunion entre managers pour qu'ils échangent sur des sujets. Et autrement, moi, ce que j'ai, c'est avec Raphaël, depuis quasiment, je pense, 4 ans, on a en fait ensemble, tous les mois, un déjeuner virtuel où justement on échange des choses à la fois personnelles, à la fois professionnelles. Et c'est vrai que c'est super enrichissant. Et je lui dis toujours, Raphaël, tu me connais mieux que n'importe quelle autre personne, parce qu'on a échangé sur tellement de sujets pendant une période tellement longue, même si c'est qu'une heure et demie, et ben ça fait vraiment la différence. Et parfois, ce regard externe, comme tu l'as dit, ça permet vraiment de faire du bien et de prendre des bonnes décisions. Okay. Bah, merci à toi, merci pour ton temps. Et puis, je te souhaite une très bonne journée et merci encore pour ces bons conseils. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.